Bonsoir. Donc, a priori, le chaos nous inquiète et nous effraie même. Cette simple image réveille en nous des peurs de destruction, de catastrophes, de guerre, de fin du monde. Et pourtant, si on ose se plonger dans ces remous, le chaos peut s'avérer créateur. C'est ce que nous disent beaucoup de scientifiques. Par exemple, ceux qui travaillent avec Ilya Prigogine et qui nous disent que les structures dissipatives font que de l'ordre peut spontanément émerger du désordre. Des bulles de sens, des bulles de créativité, des bulles de cohérence peuvent jaillir du chaos. Je suis journaliste et depuis plus de 50 ans, je parcours la planète à la recherche de ces bulles de sens, de ces bulles de beauté, de ces bulles de cohérence. Grâce notamment à des magazines comme Actuel, par exemple, qui était un journal qui nous obligeait à faire des enquêtes de fond. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer des centaines de scientifiques, des centaines de thérapeutes, d'artistes, de philosophes, qui étudiaient les coulisses du monde, le dessous des cartes, les métamorphoses secrètes dont les médias ne nous parlent pas forcément. En Afrique, par exemple, j'ai pu comprendre comment des croisements de rythmes permettent de réguler la vie de tout un village. Ou bien, dans l'univers des interactions entre espèces, j'ai vu ou j'ai assisté à des concerts complètement improbables où des musiciens de jazz échangeaient avec des meutes de loups ou avec des groupes d'orques. Et du côté de l'exploration spatiale, j'ai connu des astronautes, dont un ou deux sont devenus des amis, qui m'ont raconté comment de contempler la boule bleue de la Terre dans l'espace avait fait exploser leur conscience. Exploser leur conscience. Je viens de dire le mot conscience. Et c'est de ça que je voudrais vous parler ce soir. Parce que, au fil du temps, je me suis rendu compte que mes reportages, qui avaient sans doute un peu d'intérêt, et les livres qui étaient peut-être les plus intéressants, tournaient tous autour d'une question assez étrange qui est: qu'est-ce que la conscience? Alors, ce n'est pas une question métaphysique. Ça vous regarde tous, ça nous regarde tous dans notre intimité. La conscience, c'est savoir qu'on existe, c'est recevoir les lumières du monde dans nos yeux, la chaleur du soleil sur notre peau, le goût du citron. J'aime beaucoup les citrons. Dans notre bouche. Ce sont nos rêves, ce sont nos inspirations. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous poser une question. À votre avis, depuis quand, dans l'histoire, le mot conscience est utilisé? Ce n'est pas dans l'Antiquité, où pourtant des philosophes scrutaient l'esprit. C'est un peu utilisé au Moyen Âge, mais de manière très diffuse ou confuse. Et même Descartes, au XVIIe siècle, ne l'utilise que de manière morale pour dire avoir bonne conscience ou mauvaise conscience. Non, le mot conscience est très jeune dans l'histoire. Mais il est bien évident que nos ancêtres préhistoriques les plus anciens, s'ils n'utilisaient pas le mot conscience, ils savaient toutes les fonctions que ce mot recouvre. Percevoir, ressentir, aimer, détester, communiquer, rire, pleurer, rêver, se souvenir, créer. Ils connaissaient tout ça. Mais avec leur pensée magique, ils ne s'attribuaient pas ces qualités à eux-mêmes seulement, ils les attribuaient au monde entier. Une rivière pouvait rire, une forêt pouvait rêver, une montagne pouvait se mettre en colère, un caillou ou une étoile pouvait se souvenir. Le monde entier et tous les êtres étaient à la fois vivants et conscients. Ce qui s'est passé, c'est que, à mesure que les civilisations ont étendu leurs empires, l'éventail des êtres supposés conscients s'est rétréci, 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 pour ne plus finalement que concerner l'humain.
Et aujourd'hui, si vous demandez à un neurologue ou à un psychologue ce que c'est que la conscience, bah, beaucoup vous diront ce qu'ils ont appris à la faculté, c'est-à-dire que la conscience, c'est ce qui est produit par notre cerveau, le cerveau humain. Et on aboutit finalement, dans la deuxième moitié du XXe siècle, à cette phrase du fameux prix Nobel Jacques Monod, qui écrivait « Nous savons enfin que nous sommes seuls dans un univers indifférent où nous sommes apparus par hasard ». Et pour moi, en écrivant cette phrase, pour lui, très lucide, il transforme une bénédiction en malédiction. Bénédiction d'être un humain, parce qu'il est évident que nous sommes dotés, entre les deux oreilles, d'un truc inimaginable. La complexité de nos réseaux neuronaux est inouïe et non seulement considérable, mais non linéaire. Ça veut dire imprévisible, ça veut dire créative. Mais une malédiction, puisque nous sommes seuls dans un univers indifférent. Eh bien, les murs de cette prison glacée se fissurent de toutes parts. Aujourd'hui, nous vivons une révolution. Et moi, je vois plusieurs aspects à cette révolution. Le premier aspect, vous le connaissez, vous en avez entendu parler tout à l'heure, la jeune fille de 14 ans nous en a un peu parlé merveilleusement, c'est la physique quantique. La physique quantique, vous le savez sans doute, ce sont ces scientifiques d'il y a un siècle déjà, qui ont réussi à descendre dans le profond du tréfonds, du plus fond de ce que nous appelons le réel, c'est-à-dire la matière et l'énergie, et ont découvert que là-dessous, il y avait un ordre complètement étrange qui ne répond à aucun des critères scientifiques depuis Aristote, un ordre fait de probabilités ondulatoires, un ordre fait de résonance holographique, bien réel, mais très difficile à saisir. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir un tout petit peu rentrer dans ce monde-là grâce à un physicien extraordinaire, un des grands de la mécanique quantique qui vivait encore, qui s'appelait David Bohm. Et David Bohm, dès la première fois où je l'ai rencontré, m'a proposé une métaphore très étonnante. Il m'a dit, ce que nous, physiciens quantiques, grâce à nos mathématiques ultra sophistiquées, et demandez si parmi vous il y en a, ce sont des mathématiques particulièrement sophistiquées, eh bien, ce que nous atteignons grâce à ces mathématiques, vous tous qui ne connaissez pas forcément les maths, vous pouvez y avoir accès par un autre moyen. Et cet autre moyen, c'est l'émotion musicale. Oui, il a expliqué, la prochaine fois qu'une musique vous bouleversera, concentrez-vous bien sur ce moment et rendez-vous compte comment le passé, le présent et la musique de sa mélodie se télescopent en un seul point. Concentrez-vous sur ce point. Il échappe à l'espace-temps et c'est une fenêtre qui ouvre sur un autre ordre, sous-jacent au nôtre, que j'ai appelé, David Bohm qui parle, que j'ai appelé l'ordre impliqué, en anglais, implicate order, pour la bonne raison que toute la matière et toute l'énergie se trouvent repliées à l'intérieur. Concentrez-vous encore mieux. Et vous verrez que cet ordre ressemble à s'y méprendre à une dimension mystérieuse qui s'appelle la conscience. Alors vous pensez bien que moi, je suis sorti de cette interview, j'ai mis un bon moment à essayer de comprendre ce que David Bohm m'avait dit. Ce que je savais, c'est qu'il n'était pas délirant, c'est un grand de la physique quantique, et que la physique quantique, même si elle déborde de paradoxes complètement vertigineux, eh bien, elle est très opérationnelle, c'est-à-dire que sans la mécanique quantique, on ne contrôlerait pas les réactions nucléaires, on n'enverrait pas de fusées dans l'espace, on n'aurait pas d'ordinateur habité par une intelligence artificielle. La mécanique quantique, elle est très fascinante et je pourrais vous en parler longtemps, mais le temps tourne. Ouh, ça va, j'ai un peu de temps. Non, j'ai plus de temps du tout, non, je suis fou. Non, il faut que je vous parle d'une autre révolution très importante. C'est celle qui est faite des milliers d'expériences extraordinaires que nous tous, femmes et hommes très ordinaires, nous pouvons faire. Des expériences qu'en général, les scientifiques
ont tendance à repousser dans un ghetto qu'ils appellent paranormal et pour mieux le disqualifier. Et simplement, le temps passant, il y a de plus en plus d'expériences extraordinaires, et surtout dans des régimes démocratiques, ça remonte et les scientifiques sont bien obligés de les considérer. Prenez les expériences de mort imminente, les near-death experience. Quand le psychiatre Raymond Moody écrit son livre Life After Life en 1975, eh bien, les rares scientifiques qui daignent regarder ce livre s'en moquent en disant voilà un charlatan qui essaye de vendre du paradis en bouteille. 50 ans plus tard, c'est plus du tout la même chanson. Et vous avez des neurologues, tout ce qu'il y a de plus sérieux, reconnus par le système, etc., qui essaient de comprendre comment il est possible qu'une personne dont le cœur s'est arrêté ait vécu à ce moment-là sa plus belle expérience de conscience du monde, qui a changé toutes ses valeurs, qui fait qu'elle n'a plus peur de mourir. Qu'est-ce que c'est? Que devient notre conscience quand notre corps s'arrête? Alors des expériences extraordinaires, il y en a plein, 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 plein. Mon ami Rupert Sheldrake multiplie les recherches sur des animaux, par exemple, sur des plantes, et qui en général montrent qu'entre les êtres, il y a des liens insoupçonnés qu'on peut dire conscients, qu'on peut dire proto-conscients, mais qui ressemblent toujours. Je vous donne juste un exemple très simple. Pourquoi, à votre avis, peut-on dire que c'est l'herbe d'une prairie qui dirige les vaches qui la broutent? L'herbe a besoin des vaches parce qu'elle se nourrit de leurs excréments, et puis avec leurs gros sabots, elles obligent les racines à descendre plus profond. Mais arrive un moment où il n'y a presque plus de feuilles, et à ce moment-là, l'herbe émet une molécule amère qui dégoûte les vaches qui s'en vont voir ailleurs. Et alors, c'est une molécule amère et peut-être bien aussi une musique désagréable, parce que la musique, on la trouve tout le long. Et c'est ce qui m'a le plus frappé dans toutes mes dernières enquêtes, où je me suis rendu compte que la métaphore du physicien David Bohm qui me parlait de l'émotion musicale, ben, c'était peut-être pas une métaphore. Il y a un autre physicien quantique de haut niveau qui était l'élève de Louis de Broglie, qui s'appelait Joël Sternheim. Et lui, son histoire, elle commence comme un amusement. Il travaillait sur les fréquences des particules élémentaires, et comme il était musicien, Joël, il s'amusait à transcoder les fréquences de ces particules élémentaires par tout un système jusqu'à un synthétiseur de musique, et ça faisait de la musique. Et c'était des musiques bizarres qui faisaient rigoler les copains. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué, il a travaillé sur des atomes, sur des molécules, et là, sur les molécules, c'est là que le destin l'attendait en quelque sorte, parce que les hasards bizarres de la vie ont fait qu'il s'est intéressé à des molécules particulières qui sont les molécules de protéines. Et là, il a fait une découverte incroyable. Il a appelé protéodie la musique qu'on obtient en transcodant les vibrations d'une protéine en train de se fabriquer, protéodie, et il s'est rendu compte que si cette protéine sert de médicament, c'était son cas, il était malade, il bouffait une protéine pour se soigner les poumons, eh bien, le fait d'écouter la protéodie vous soigne aussi bien qu'en avalant la molécule. Alors ça ouvre des boulevards aux générations futures. La médecine se défend, et il y a des lobbies qui défendent beaucoup aussi, pour pas qu'on... Mais l'agriculture est plus ouverte. Et en agriculture, vous avez en France des centaines de viticulteurs et de primeurs, même de grande taille, qui ont remplacé, qui n'arrosent plus leur plantation d'intrants chimiques, mais de mélodies. Ça nous paraît complètement dingue. Il y a des gens qui ne trouvent pas ça dingue du tout. Ce sont les représentants des peuples premiers, qui sont les derniers descendants de nos ancêtres préhistoriques. Et eux, ils disent qu'ils entendent l'herbe, ils entendent les arbres, ils entendent même les étoiles, et ils nous disent, vous les petits frères, vous êtes très forts, vous construisez des avions qui volent dans l'air, vous faites des écrans qui parlent, vous êtes très... mais vous n'entendez plus rien, et ça nous fait beaucoup de soucis pour vous, parce qu'il faut entendre le monde si on veut continuer à y vivre. Nous n'entendons plus le monde. Il y a un philosophe allemand, encore assez jeune, qui s'appelle Hartmut Rosa, qui s'intéresse beaucoup à ça, et qui dit « Si nous n'entendons plus le monde, c'est parce que nous sommes comme des hamsters dans une roue qui tourne de plus en plus vite. Nous sommes pris et aliénés par l'accélération des choses. Et nous applaudissons en général. Non, il faut ralentir, mais comment arrêter la croissance? C'est impossible. » Alors Hartmut Rosa dit « Il faut que chacun de nous se débrouille pour se créer dans sa vie des bulles d'indisponibilité. » Vous vous rappelez, je parlais de bulles de cohérence, des bulles de beauté, des bulles de sens.
il faut que nous nous recréions ces bulles de sens chacun, en allant dans la nature, en méditant, peut-être en priant. Et là, et c'est pour conclure, il y a une voix qui se joint à celle de ce philosophe. C'est celle d'une grande dame qui est à la fois musicienne et qui est thérapeute. Elle s'appelle Dill Pearce, elle est anglaise, et elle dit: il faut réapprendre à chanter. Réapprendre à chanter. Nos ancêtres, et les peuples premiers le prouvent, ils chantaient du matin au soir. Toutes les occasions étaient bonnes. Il faut chanter du matin au soir à toutes les occasions. Nous ne nous en rendons pas compte parce que nous sommes baignés en permanence par des flots de musique produites par d'autres. Non, il faut chanter nous-mêmes, seuls, et encore mieux à plusieurs, pour redécouvrir que chacun de nous est une mélodie dans une grande symphonie qui est la conscience de l'univers. Je vous remercie.